Le 12h également en temps universel. Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, les échos de la déclaration à la presse d'Adji Sarr chez les avocats d'Ousmane Sonko. Pas de commentaires. Des acteurs politiques demandent la poursuite de la procédure judiciaire. La sortie médiatique d'Adji Sarr viole-t-elle le secret d'instruction ou de l'instruction? Anna Rocha a mené l'enquête. Hausse du prix du ciment et du fer au lendemain des émeutes. Pas de pénurie, mais des perturbations dans la chaîne de distribution. Levée de l'état de catastrophe sanitaire dans quelques heures. Les tests PCR resteront de rigueur à l'AIBD. Et puis rendez-vous à la fin de cette édition avec notre rubrique Point de vue. Nous reviendrons sur les nombreux appels à l'unité de l'opposition. Quelle est la faisabilité d'un front unitaire face au président Macky Sall et à Benno Bokk Yakaar? À la mise en onde de ce journal à l'UNBA. Souleymane Niang. Au lendemain de la sortie médiatique d'Adji Sarr, la nuit dernière, le collectif des avocats d'Ousmane Sonko se garde de se prononcer sur les déclarations de l'accusatrice de leur client. Pour cause, l'affaire est en instruction chez le doyen des juges et le bâtonnier de l'ordre des avocats avait enjoint les robes noires de s'abstenir de toute déclaration publique sur cette affaire. Au PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko également, ses motus bouche cousue. Les associations de défense des droits des femmes ne sont pas plus disertes sur le sujet. El Hadj Ndiogou Diène. Contrairement à sa démarche de répondre coup par coup depuis le début de l'affaire, Ousmane Sonko ne va pas se prononcer cette fois-ci sur la première sortie publique d'Adji Sarr qui réitère ses accusations et le met aussi au défi de jurer sur le Saint-Coran qu'il n'a jamais couché avec elle. Selon le chargé de communication du parti PASTEF, El Malick Ndiaye, ni Sonko ni les responsables du parti ne vont répondre à la jeune masseuse. Il déclare qu'il appartient maintenant à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Même son de cloche chez les avocats du leader des Patriotes, Maître Khoureychi Ba nous fait savoir que la consigne est de ne pas commenter la sortie de la plaignante et donne rendez-vous au procès pour la manifestation de la vérité. Tous s'accordent cependant à dire que la déclaration d'Adji Sarr, qui est sortie de son mutisme, s'inscrit dans le cadre du complot ourdi contre Sonko. Pour eux, la balle est désormais dans le camp du doyen des juges, Samba Sall, qui a maintenant en main le dossier après le désistement du juge du 8e cabinet. El Hadj Ndiogou Diène, certains acteurs politiques se prononcent tout de même sur la sortie d'Adji Sarr. Les députés Adji Mergane Kanouté de la mouvance présidentielle et Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké de l'opposition appellent la justice à poursuivre la procédure pour que la vérité éclate dans cette affaire. Le dernier nommé exige des excuses publiques de la part de la plaignante Binta Diallo. La députée Adji Mergane Kanouté dit avoir suivi Adji Sarr la mort dans l'âme. La vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar appelle d'abord les organisations des droits de femmes à l'encadrer pour la permettre de se réinsérer dans la société au vu des potentialités qu'elle développe. Adji Mergane Kanouté demande ensuite à ce que le droit soit dit dans cette affaire. Des femmes ont porté ce combat pendant de longues années. À l'Assemblée nationale également, aussi bien les femmes et les hommes ont voté cette loi. Et je pense que cette loi ne doit pas être rangée dans les tiroirs. Il est extrêmement important, au vu de ce qui se passe. Il y a eu une accusation de viol et de pédophilie et de menace de mort sur un citoyen sénégalais. C'est pourquoi, en écoutant cette jeune fille Adji Sarr, il demeure important que la justice puisse faire son travail. Les Sénégalais et les Sénégalaises doivent être édifiés. Nous devons tous militer pour la manifestation de la vérité. Nous devons savoir ce qui s'est passé réellement entre deux citoyens sénégalais égaux devant la loi. Le vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale affiche sa déception. Cheikh Abdou Bara Dolly pense que Adji Sarr doit présenter ses excuses au peuple sénégalais. Les chefs religieux, la société civile, le citoyen lambda, tout le Sénégal appelle à l'apaisement. Et voilà que Maître El Hadji Diouf pousse une personne qui vient attiser le feu alors qu'il se réclame talibé. Non, c'est regrettable, c'est une honte. Et tout le monde sait que c'est lui, El Hadji Diouf, qui est derrière cette fille. Dans la mesure où lui-même, El Hadji Diouf, on l'a vu dans les images. Je pense qu'il doit arrêter, surtout que le dossier est pendant devant la justice. Et en plus, le juge a demandé à ce
qu'on n'évoque pas le sujet en public, surtout devant la presse. La deuxième chose, la fille Adji Sarr a demandé à Ousmane Sonko de jurer sur le Coran. Je pense qu'elle aussi, elle doit se soumettre à cet exercice si elle est convaincue qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Comme ça, tout le monde sera édifié. Je ne dis pas qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait, mais ce qui me fait plus mal est qu'avec ce que le Sénégal a vécu qui s'est soldé et tout est venu de ces accusations, je pense qu'Adji Sarr devait plutôt présenter ses excuses à tous les Sénégalais au lieu d'en rajouter. La plaignante Adji Sarr a pour la première fois publiquement parlé de l'affaire qui l'oppose à Ousmane Sonko. Les supputations vont bon train depuis hier. Toujours au sujet de cette affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, et au lendemain de la sortie médiatique de la plaignante, a-t-elle brisé le silence, qui a brisé le silence hier donc? Une violation flagrante du secret de l'instruction, c'est l'avis du pénaliste Ibabari Camara. L'enseignant pense que le bâtonnier devrait rappeler tout le monde à l'ordre, surtout dans ce contexte politique et social tendu. Anna Rocha. Plusieurs semaines après le début de cette affaire, la plaignante Adji Sarr a pris la parole. Or, en matière pénale, toutes les parties concernées sont soumises au secret de l'instruction. Le professeur Ibabari Camara dit qu'il y a violation flagrante de ce principe de droit. Lorsque l'on se réfère justement à la philosophie de l'article 11, qui interdit justement, en fait, qui pose le principe même du secret de l'instruction, eh bien, c'est pour éviter que, avec ces déclarations, avec ces informations, avec ces renseignements, avec cette publicité que l'on apporte par rapport à une affaire, que justement des tensions puissent être soulevées, comme le cas que nous avons connu dernièrement. Donc là, elle devrait être la dernière personne en fait à se comporter. Et d'ailleurs, je crois savoir que par rapport à ça, c'est une violation flagrante et qui serait de nature à susciter beaucoup de tensions. Des sanctions sont prévues par le Code de procédure pénale à l'appréciation du juge d'instruction. Mais dans le contexte actuel, le pénaliste invite le bâtonnier à rappeler tout simplement tout le monde à l'ordre. En tout état de cause, c'est une sanction qui est laissée à la disposition justement de monsieur le juge. Du juge d'instruction, oui. C'est simplement ça. Maintenant, lui, il peut par rapport donc à la qualification, en fait, par rapport à la gravité donc des faits, oui. Il peut avertir, il peut faire tout ça, parce que là, c'est toujours dans le cadre donc de l'instruction. Maintenant, s'il estime devoir sanctionner, la nature donc de la sanction et le taux reviendra en fait appartiendra à lui. On parle de violation du secret d'instruction lorsqu'il y a divulgation d'informations qui peuvent porter atteinte à la présomption d'innocence, comme c'est souvent le cas dans des affaires pénales qui mettent en cause des politiques ou des célébrités. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Allons à Ndofane, localité d'origine de l'une des victimes des récentes manifestations notées à Dakar et ailleurs au Sénégal. La famille Dramé, toujours sous le choc, a perdu un soutien de taille sur qui elle fondait beaucoup d'espoir. Le chef de l'État a envoyé le ministre de la fonction publique pour présenter les condoléances de la nation. Reportage chez la famille Dramé de Ndofane, Ibrahima Djamé. C'est une famille éplorée mais très croyante qui a été trouvée sur place au quartier Darussalam de Ndofane par la délégation de Madame le ministre maire de Kaolack, Mariama Sarr. Mokhtar Dramé, oncle du défunt, porte-parole de la famille. La victime, âgée d'une trentaine d'années, était mariée, père de 4 enfants, s'activait dans le commerce. C'était un soutien de famille, témoigne son papa, Makumba Dramé. Madame le ministre de la fonction publique, envoyée par le président de la République, a compati à la douleur. On a trouvé une famille très croyante, une famille qui a compris que ce qui s'est passé le jour des manifestations violentes, cela ne relève que de la volonté divine. Moussa Dramé, c'est le nom du disparu. Il a été inhumé à Touba. Ibrahim Ndofane, Radio Futur Média. La hausse du prix du ciment et du fer notée ces derniers jours n'est pas liée à une pénurie. Il n'y en a
pas d'ailleurs, selon le directeur du commerce intérieur, qui donne son assurance et soutient que cela s'explique par les perturbations de dans la chaîne de distribution, mais aussi au niveau des cimenteries. Pour le vice-président de l'ASCOSEN, cette situation n'est pas du tout normale dans tous les cas et interpelle le ministère du Commerce plutôt, quant à une réglementation définitive de tous les secteurs. Nafissa Toussila. Spéculation autour de la tonne de ciment et de fer, une hausse qui varie selon la région et la demande. La tonne de ciment qui peut aller au-delà de 50 000 francs et celle du fer au-delà de 70 000 francs. Selon le directeur du commerce intérieur, tout cela est lié à la chaîne de distribution. Omar Diallo. Alors, s'il s'agit au niveau usine, il n'y a pas de hausse. Par contre, nous avons constaté des spéculations au niveau distribution. Ce n'est pas au niveau usine que les prix ont augmenté, mais c'est au niveau de la distribution qu'il y a eu des de cause ou des spéculations. Selon lui, cette situation dépend des manifestations de la semaine dernière qui a retardé le transport. Beaucoup de véhicules et de camions ne sont pas sortis des garages pour aller prendre les produits et les mettre dans les régions. Ça a impacté la distribution. Avec la nouvelle disposition communautaire, aujourd'hui, au niveau des plateformes, les transporteurs ne peuvent plus dépasser, par exemple, un tonnage bien défini. Et à ce niveau-là, c'est parce que les transporteurs aussi ont répercuté la hausse. Par exemple, quand vous avez la possibilité de transporter 45 tonnes, il est clair que si on diminue le poids, le prix que le transporteur réclame augmente, qui s'est répercuté sur le prix de la tonne de ciment livré au-delà de la distribution. Pour les consommateurs, cette situation est due au non-respect de la réglementation et qui va même au-delà de la distribution. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN. Nous avions demandé à l'époque qu'un arrêté soit pris et que les prix soient affichés. Vous n'êtes pas à la merci du commerçant, mais maintenant, dans un même quartier, vous pouvez avoir des prix différents. Je pense que la réglementation doit être respectée. Et c'est la direction du commerce intérieur en charge du contrôle qui doit faire respecter l'affichage. Personne n'oserait aller au-delà. Regardez, il suffit d'un événement pour que le prix augmente, mais c'est le consommateur qui traîne. Le ministère du Commerce rassure, dans les jours à venir, les prix vont se stabiliser au grand bonheur des consommateurs. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Revenons sur les déclarations du ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur sur les masters, Cheikh Oumar Anne, qui a affirmé qu'aucun étudiant inscrit en Master 2 n'a réussi ce diplôme en une seule année. Prétexte pour enquêter sur ces masters avec vous, Koumba Sandiane Faye. Les étudiants en Master 2 redoublent avant de réussir. Aucun d'entre eux ne réussit cette étape en une année. Le constat est du ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, selon qui le système LMD est confronté à un certain problème. De l'avis de l'enseignant-chercheur Mamadou Yourissal, le retard est à tous les niveaux. Il s'agit d'un système d'échec. Il enseigne à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les jeunes Sénégalais obtiennent la licence en 5 ans, en moins, en 5 ans. Là où on devrait l'obtenir en 3 ans. Donc vous voyez, le retard est partout et le retard coûte cher, c'est ça qu'on appelle la déperdition. Soit ce sont des sortants sans diplôme ou bien des diplômés retardataires. Ceux qui obtiennent le diplôme dans les délais requis, dans les normes, licence en 3 ans, bac après 13 ans d'études, c'est l'infime minorité. Donc, c'est un système d'échec, pas un système de réussite. Selon un autre universitaire, le professeur Bouba Diop, c'est la réforme master pour tous qui n'est même pas possible. Les conditions ne sont pas réunies. Tout le monde ne peut pas faire un master. Master pour tous, c'est pas possible. Toutes ces conditions doivent être réunies. Des professeurs qui encadrent, des moyens, des bibliothèques, la documentation en ligne ou la documentation à la bibliothèque, tout cela. Pourquoi donc le master pour tous? Si les étudiants s'inscrivent au master, c'est parce qu'après la licence 3, leur insertion professionnelle est incertaine. L'ancien médiateur de l'UCAD évoque l'absence de préparation avant l'université, de suivi pendant et d'accompagnement après. Le professeur Bouba Diop. D'une manière générale, les étudiants, avant qu'ils viennent, il faut les préparer. Quand ils sont à l'université, il faut aussi les accompagner. Quand ils sortent aussi, il faut les accompagner. Il y a le marché public, il y a le marché privé, il y a le marché du communautaire. Ces dispositifs-là, est-ce qu'ils marchent? Les CDP, les contrats de performance ont existé. Et quel est le bilan qui a été fait?
Comment améliorer? Tout cela doit être discuté. Et tout ceci conduit à une offre de formation qui se heurte à la réalité. Pour l'employabilité, de l'avis du professeur Mamadou Yorissal, ce problème d'efficacité est d'abord interne. Les diplômés des universités de Dakar et des autres universités sont bons parce que vraiment ils sortent du lot en surpassant, en dépensant les difficultés. Donc il faut revoir vraiment l'efficacité pédagogique interne du système avant de parler de l'efficacité pédagogique externe. Plus de 10 ans après la mise en œuvre de la réforme licence, master, doctorat, à la tutelle de reconnaître que le dispositif est non performant. Pour 26 000 étudiants, il y a seulement 295 masters et 800 professeurs d'orant pour encadrer. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal a déposé devant la Cour suprême un recours pour l'annulation de l'arrêté du ministre de la Justice portant sur le recrutement d'huissiers. Ces diplômés chômeurs exigent un recrutement par voie de concours. Ils annoncent une série de manifestations à partir de la semaine prochaine. Écoutons Yves Zalé, président du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Bizarrement, parmi ces personnes-là, il y en a qui avaient échoué au concours précédent et d'autres n'avaient pas jugé nécessaire de participer à ce concours parce qu'ils savaient qu'il y avait un contournement qu'ils pouvaient utiliser en contournant le concours. Nous, notre problème est que nous avons déjà une décision de justice dans laquelle le juge avait clairement dit que pour intégrer la profession d'huissier, il fallait, en plus d'être juriste, d'avoir les diplômes requis, mais il fallait passer par un concours. Nous, ce qu'on ne peut pas concevoir est que le ministre de la Justice tenait le concours alors qu'il y a voire des milliers de jeunes diplômés. À la fac de droit de l'UQAD, chaque année, nous avons 400 diplômés. Allez à l'UFR de Saint-Louis, allez à l'UFR de droit de Ziguinchor. Donc chaque année, ce n'est pas moins de milliers de diplômés en droit qui arrivent dans le marché de l'emploi, alors que les professions libérales sont verrouillées. La profession d'huissier est verrouillée aux étudiants et aux jeunes diplômés. Elle n'est réservée qu'aux clercs. Et ces clercs-là, pour intégrer ces cabinets, il faut forcément avoir des liens de parenté ou des liens d'alliance qui permettent de pouvoir intégrer ces professions. La semaine prochaine, nous allons organiser une conférence de presse avec tous les diplômés des universités publiques en droit, de même que des étudiants. Parce que aussi, il est question de préserver l'avenir des étudiants. Mais aussi, nous allons organiser une marche et des sittings et nous ferons tout ce qui nous permettra de retrouver notre droit. C'est-à-dire notre droit à concourir et que les meilleurs puissent être pris et que les autres y restent. Mais nous n'allons pas accepter qu'on contourne le contour. Le principe du concours doit être pérennisé. Autre mouvement d'humeur, la grève de 48 heures du syndicat des techniciens supérieurs de la santé hier et aujourd'hui. À Louga, les blouses blanches ont respecté le mot d'ordre pour le premier jour. Affiliés au SUTSAS, ils réclament la régularisation de leur situation, notamment la situation du décret qui procède au reclassement dans leur nouveau corps d'accueil et une indemnité de spécialisation paramédicale. Serine Bakello, chargé des revendications du SUTSAS avec Abraham Paul Pouya. Tous les membres du SACIS ont observé le mot d'ordre à 100%. Et les informations qu'on a reçues à travers le Sénégal aussi, les camarades ont respecté scrupuleusement le mot d'ordre de grève de 48 heures totales au niveau du Sénégal, le 17 et le 18 mars 2021. Et ce qui s'est passé, c'est que si les techniciens supérieurs vont en grève, les blocs opératoires seront paralysés, les laboratoires seront paralysés, les services d'ophtalmo et les cabinets dentaires seront paralysés, les laboratoires seront paralysés et les services de dialyse aussi seront paralysés. De même qu'au niveau de l'enseignement et administration, et ce qui gère la coordination au niveau des vaccins, très souvent ce sont les superviseurs qui sont les techniciens supérieurs en enseignement et administration. Donc cette grève va impacter très grandement la santé au niveau de ce pays. Les revendications tournent autour du reclassement des techniciens supérieurs. C'est une question lancinante qui date depuis 2012. Parce que la réforme a commencé en 2009 et ça devrait entrer en vigueur depuis 2012. Vous imaginez une question qui reste dans le circuit depuis 2012, on n'arrive pas à arrêter. Ça veut dire qu'il y a de la mauvaise volonté, certes, mais les choses ont avancé et sont arrivées maintenant au niveau du secrétaire général du gouvernement et du cabinet du président de la République. Il s'agit juste d'un décret que le président doit signer. Et pour que ce décret soit signé, il faut que le secrétaire général du gouvernement fasse marcher la commission technique et qu'on donne le président de la République pour qu'il signe le décret pour qu'on passe à autre chose. Ce qui nous amène au point du jour sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. 5 nouveaux décès ont été enregistrés hier mercredi. Ce matin, 40 cas graves étaient pris en charge dans les services de réanimation. Concernant les nouvelles contaminations, 174 tests se sont révélés positifs sur 1889 effectués. Il faut noter aussi que 317 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.
À Sédhiou, la lutte contre le coronavirus, l'ONG Enfance et Paix répond à l'appel. L'organisation a mis à la disposition de l'inspection de l'éducation et de la formation un lot de 1000 masques, des dizaines de lave-mains et cartons de savon liquide pour les écoles de Djendé et Sédhiou. Max Euclide Kamfani. La décision du chef de l'État de lever l'état d'urgence sanitaire ce 19 mars ne doit signifier l'arrêt de certaines mesures barrières établies pour lutter contre le coronavirus, surtout à l'école. C'est ce que révèle l'IF de Sédhiou lors de la réception de lots de masques, lave-mains et gel pour les écoles des communes de Djendé et Sédhiou. Nouassar, IF de Sédhiou. Même si l'état d'urgence sanitaire est levé, en tant qu'éducateur, en tant que responsable, on ne peut pas dire que maintenant on va baisser les bras, on va arrêter la lutte. Je pense que la guerre continue. Il ne s'agit même pas tout simplement d'une bataille, mais c'est une guerre. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que la pandémie est toujours là. Donc on n'a pas le choix. Donc individuellement et collectivement, nous devons continuer la bataille. Donc nous devons continuer à respecter les mesures barrières. Pour le coordinateur de l'ONG Enfance et Paix, Lamine Sadio, il faut continuer la sensibilisation au niveau des écoles dans la mesure où la pandémie continue à faire des victimes. On ne sait pas quand est-ce que cette maladie va nous quitter. Et elle peut se muter également. Et il faudrait, si c'est le cas, au niveau des écoles, qu'on puisse prendre les devants pour non seulement continuer à sensibiliser les élèves pour maintenir les gestes barrières, mais également continuer aussi à informer et à sensibiliser les enseignants qui sont en contact permanent avec les enfants. Avec cette dotation aux écoles de Djendé et Sédhiou, l'ONG Enfance et Paix vient répondre ainsi à l'appel de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou en direction des organisations de la société civile d'appuyer les écoles à se doter de ces matériels afin d'éviter la propagation du virus au sein des lieux d'apprentissage. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Sur le front de la vaccination à Saint-Louis, les personnes du troisième âge ont finalement des fiches d'inscription. Ces personnes vulnérables qui estiment qu'elles sont prioritaires invitent l'État à mettre davantage à contribution l'IPRES et les associations de retraités pour sensibiliser les seniors à la vaccination. Mohamed Nabissila. Après avoir exprimé leurs complaintes sur la vaccination contre le coronavirus, des personnes du troisième âge de Saint-Louis ont finalement reçu des fiches d'inscription. Elhadj Madiop Thiam, président de l'association régionale des retraités, explique que le délai qui leur est imparti est court. On semble être un peu négligé ou oublié le fait de dire que le troisième âge est plus vulnérable et en ouvrant les vaccinations, on aura au contre troisième âge venir se vacciner même au démarrage. On a reçu des fiches et ils nous ont demandé au plus tard vendredi de déposer ces fiches-là. Délai un peu vraiment court, alors on ne sait pas ce qu'on doit faire. Toutefois, il explique que sa structure va travailler avec l'agence régionale de l'IPRES pour aider le troisième âge à se faire vacciner. Avec le chef d'agence de l'IPRES, on va travailler ensemble pour parler avec les retraités, les conscientiser, leur demander d'aller se faire vacciner. Mieux vaut prévenir que guérir. J'appelle tout le monde, le troisième âge, dans son ensemble, d'aller se faire vacciner et s'inscrire. Aujourd'hui, ces personnes du troisième âge invitent les autorités à ne pas banaliser leurs préoccupations liées à des questions sanitaires. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et pour être complet et boucler cette première partie du journal, un mot sur la levée de l'état d'urgence et de catastrophe sanitaire prévue donc demain. Le contrôle et la surveillance continuent à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Chaque voyageur est tenu de présenter un certificat de test PCR négatif. Le chef du contrôle sanitaire aux frontières aériennes pense que ces dernières mesures ont permis de limiter les cas importés. Le docteur Charles Bernard Sagna avec Awambaye. L'urgence sanitaire va être levée demain. Je tiens à préciser que le contrôle aux frontières demeure le même. Nous continuons à surveiller nos frontières aériennes de façon quotidienne et permanente. Alors donc, les passagers entrants doivent systématiquement se présenter avec un test PCR négatif datant de 5 jours. Depuis un temps, on enregistre plus de cas chez les voyageurs. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, c'est la rigueur dans le travail. Mes collègues et moi faisons un travail très correct dans la surveillance des frontières aériennes. Donc, systématiquement, tous les passagers qui descendent d'un aéronef
nous présente un test RT-PCR négatif, donc qui respecte un peu ce que l'autorité a décidé il y a de cela 6-7 mois depuis le mois d'octobre. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Commençons avec ce deuil national de 3 jours au Mali. C'est à compter de ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des forces armées de la relève montante de Tessit, morts dans une embuscade. Au moins 30 militaires ont été tués. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. En Tanzanie, l'on a décrété 14 jours de deuil national. Cela fait suite au rappel à Dieu du président John Magufuli. Il est décédé hier à l'âge de 61 ans. Selon la vice-présidente, il souffrait de problèmes cardiaques depuis 10 ans. John Magufuli était apparu pour la dernière fois en public il y a plus de 2 semaines, le 27 février dernier. Des rumeurs persistantes circulaient sur son état de santé. Des leaders de l'opposition avaient même déclaré la semaine dernière qu'il avait contracté le Covid-19, mais cela n'avait pas été confirmé. Magufuli était l'un des plus grands sceptiques du coronavirus en Afrique. Il est arrivé au pouvoir en octobre 2015. Côte d'Ivoire, retour sur les hommages rendus au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Hommages politiques et artistiques. Les politiques et artistes ivoiriens ont pleuré un loyal serviteur de l'État, un ami des jeunes, parrain des artistes et un homme du showbiz. Gobia Yabi. Après l'hommage de la République au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ce 17 mars à Cap sur le stade d'Ebimpe, à Niamey dans le nord d'Abidjan pour l'hommage politique et artistique à l'illustre disparu. Adama Bitogo, secrétaire exécutif du RHDP, pleure son frère qui aura donné 30 années de sa vie au parti. Ambak vous dit merci. Merci pour votre présence. Tous les amis, tous les amours sont là, autour de toi, dans ce stade qui porte le nom de ton père, du président Alassane Ouattara. Place à l'hommage artistique. Alpha Blondy fait vibrer le stade des Bimpe plein à craquer avec son titre Sebe Allah que le défunt affectionnait particulièrement. Le Congolais Fali Poupa, qui entretenait une forte relation d'amitié avec Ambak, était aussi présent. Quant au Malien Sidiki Diabaté, il a fait fondre le stade en larmes avec Sakura. La ville de Séguéla, dans le nord-ouest ivoirien, accueille ce jeudi 18 mars la dépouille de son fils Ahmed Bakayoko. Son inhumation est prévue pour le vendredi 19 mars dans la stricte intimité familiale après la prière musulmane de 13h. Ici à Abidjan, Gobia Yabi, RFM. En Guinée-Bissau, audition ce jeudi du contre-amiral Boubou Natchout par la justice. L'ancien chef d'état-major de la marine est entendu dans le cadre d'une affaire présumée de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Plus de détails avec Noa Mankali. Le contre-amiral José Américo Boubou Natchout avait été entendu la semaine dernière au ministère public dans le cadre d'une enquête sur une implication présumée dans l'acte de blanchissement d'argent et de fraude fiscale, mais que la séance, selon l'avocat, aurait été suspendue parce que José Américo Boubou Natchout se sentait mal et donc l'audience devrait reprendre ce jeudi. Ntoumpe a expliqué que Natchout avait été accusé par le Trésor public et les fonds dans un procès pour dénonciation de mouvementation douteuse de fortes sommes d'argent qui constituent du blanchissement d'argent et de la fraude fiscale. L'audience du contre-amiral José Américo Boubou Natchout va avoir lieu ce jeudi 18 mars dans une affaire de fraude fiscale et de blanchissement d'argent. José Américo Boubou Natchout, on le rappelle, avait été emprisonné aux États-Unis d'Amérique pendant 3 ans, accusé de trafic international de drogue. Selon une source, maintenant, Natchout s'est consacré au commerce et fait l'objet d'une enquête pour fraude présumée et blanchissement d'argent. RFM va suivre la suite de l'audience de ce jeudi. Nouamenkeli Bissau, RFM. Un Gambien membre de l'escadron de Yaya Diamé a été arrêté Souleymane mardi en Allemagne.
Baïlou est suspecté plutôt d'être impliqué dans l'assassinat par balle du journaliste Deida Aïdara le 16 décembre 2004. Il est placé en détention provisoire à Hanovre, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Merci Georges Déti Diop, il est 12h29. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous reviendrons sur les nombreux appels à l'unité de l'opposition. Mais quelle est la faisabilité d'un front unitaire face au président Macky Sall et à Benno Bokk Yakaar? Pour tenter de répondre à cette question, nous serons avec M. Maurice Soudjek John, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et Alpha Wali Diallo, consultant en relations internationales. RFM Sport. Le sport, c'est avec vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Une posture ferme est attendue de la CAF pour faire face aux clubs français qui ne veulent pas libérer leurs joueurs africains. Et c'est pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ces clubs français qui ont décidé tout bonnement et simplement de retenir les joueurs africains pour faire face donc à cette pandémie de Covid-19, et en cela par une circulaire de la FIFA pour le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, qui a pris récemment part d'ailleurs à l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Le nouvel attelage ne doit pas accepter une telle discrimination. Abdoulaye Thiam. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas du tout normal qu'on pousse la Confédération africaine de football à faire comme la CONMEBOL, c'est-à-dire la Confédération sud-américaine, pour repousser cette fenêtre FIFA. D'autant plus que ce n'est pas encore l'Organisation mondiale de la santé qui, à mon avis, est la seule habilité à pousser la FIFA ou la CAF ou la CONMEBOL ou la CONCACAF ou l'OLC à prendre de telles dispositions. Si jamais nous repoussons cette date, ça va perturber le calendrier de la CAF qui est suffisamment perturbé et qui est la seule confédération aujourd'hui qui a du mal à respecter son calendrier. Nous avons une Coupe d'Afrique extrêmement importante qui doit se jouer en janvier-février. Il nous reste 2 journées à jouer. Il ne faudrait pas baisser la garde, à mon avis. Très franchement, ça c'est le premier chantier auquel aujourd'hui l'équipe de Motsepe devrait faire face. Et on attend l'évolution de la situation. Nous parlons à présent seulement des 8e de finale retour de la Ligue Europa. Un choc attendu ce soir entre Milan AC et l'équipe de Manchester United. Le match prévu à partir de 20h lors de la manche aller. Les deux équipes s'étaient neutralisées plutôt un but partout, avec un but marqué dans le temps additionnel par l'équipe italienne. Arsenal Olympiakos est aussi prévu pour ce soir. Avance de 2 buts pour l'équipe d'Arsenal, autre équipe anglaise qui va jouer aujourd'hui pour les 8e de finale de retour. Tottenham qui avait donc une avance de 2 buts, qui va jouer contre l'équipe du Dynamo de Zagreb, match prévu à partir de 17h55. L'AS Rome semble être dans une position plus confortable. Les Italiens, qui avaient gagné par 3-0 à l'aller, ont pris une sérieuse option face au Shakhtar Donetsk qui les reçoit à partir de 17h55 à Kiev. C'est en Ukraine, entre autres matchs plus tôt attendu pour ce soir, Souleymane. Retour au Sénégal, Louga va accueillir la 2e journée du championnat de boxe. Et les acteurs qui déclinent leurs ambitions, la Fédération de la discipline insiste sur la formation afin d'avoir des boxeurs de haut niveau. Abraham Boulpouille. Depuis 37 ans, pas de championnat de boxe au Sénégal. Cette année, la Fédération de boxe lance le championnat, une 2e journée décentralisée à Louga, et le Centre culturel régional de Louga a abrité le ring. Une occasion saisie par la Ligue régionale de boxe de Louga d'appeler les amateurs à la mobilisation autour de la boxe. Ibrahim Konaté est le président de la Ligue régionale de boxe. Les gens se mobilisent autour de la boxe parce que c'est une discipline sportive qui est déjà noble, et c'est une discipline olympique et on a des objectifs. La boxe a besoin que tout le monde se mobilise autour de la fédération pour aider la boxe. L'objectif est de former des champions capables de représenter notre pays au niveau international. Lors du dernier tournoi qualificatif des JO, le comportement des boxeurs sénégalais n'était pas
le meilleur. Donc actuellement, une équipe est là, la fédération est là avec un président qui est dynamique, qui a des ambitions, qui a des objectifs. On va avoir des boxeurs de très haut niveau, professionnels, mais également des boxeurs qui peuvent participer aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, dans les grandes compétitions, qu'on puisse aller de l'avant. Pour cette deuxième journée, une trentaine de boxeurs ont pris part à la rencontre et une cinquantaine de combats organisés. Abraham Paul Pouy-Louga, Radio Futur Média. Abraham Paul Pouy qui siffle la fin de cette page de sport et ne donnera pas de coup, encore moins de pugilat. N'est-ce pas? Voilà. Merci, cher Tidiane. RFM, reportage. 1000 poches de sang d'ici au mois d'août, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Corona de Djarchiman. Le Corona ne passera pas par mois. L'initiateur de l'opération, Déthié Diouf, compte atteindre 50 poches de sang par jour pour un début, mais le but est de combler le déficit noté au niveau des banques de sang. L'initiative a été lancée ce matin. Compte rendu, Oumou Kalsoumli. Ils sont venus répondre à l'appel de l'opération Corona de Djarchiman. Parmi eux, des étudiants venus en masse pour donner de leur sang. Objectif, obtenir 1000 poches de sang d'ici avril. Déthié Diouf est le président des ambassadeurs de la paix au Sénégal. Suite aux événements qui sont passés, beaucoup de sang ont été perdus. Nous avons dit que nous allons lancer l'initiative 1000 poches de sang. Alors, il ne s'agit pas de commencer en force, mais il s'agit de l'étaler jusqu'au mois d'avril. Aujourd'hui, nous avons mobilisé l'objectif de 50. On a déjà un peu plus de 50. Avec le coronavirus et les manifestations récentes, les choses se sont accentuées au point que les banques de sang se sont vidées. La responsable des activités Corona de Djarchiman juge nécessaire de faire des sacrifices. Fama Marena. Nous sommes ici pour donner nos sangs, sauver nos vies. Comme vous le savez, avec le Corona, ces temps-ci, il y a beaucoup de morts. Aussi, les gens en ont besoin. Et les manifestations passées, il y a beaucoup de blessés. Raison pour laquelle nous sommes là pour sauver des vies. Donnons nos sangs. Le secrétaire général de l'Association des personnes handicapées entrepreneurs de Dakar magnifie l'initiative. Hadim Babou. Initiative noble déjà, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de penser aux autres. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, donc il y a beaucoup de manque de sang. Donc on en profite avec cette initiative, ne serait-ce pour venir accompagner son excellence avec cette bonne initiative. En tout cas, je suis favorable. L'opération Corona de Djarchiman, avec cette initiative, veut obtenir 50 postes de sang par jour. Les initiateurs de ce projet ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent pérenniser l'initiative et l'étendre dans toutes les régions du Sénégal pour remplir les banques de sang. La presse de ce jeudi 18 mars 2021, passée en revue par Georges Déthié Diop. Adji Sarr sort du bois. Première prise de parole publique depuis l'éclatement de l'affaire présumée de viol et de menaces de mort. Première sortie publique donc au domicile de l'un de ses avocats, Maître El Hadj Diouf. Voile noir sur la tête, la jeune dame brise donc le silence et est en vedette dans la presse du jour. Adji Sarr lève le voile, clame le journal Le Quotidien. En effet, Adji Sarr a maintenu ses accusations contre Ousmane Sonko. L'observateur ajoute qu'elle a surtout soutenu que si le leader de PASTEF jure sur le Coran qu'il ne l'a jamais touché, elle va retirer sa plainte et subir les conséquences. S'il jure sur le Saint-Coran n'avoir jamais couché avec moi, je retire ma plainte. L'une des phrases prononcées par Adji Sarr les plus relayées par les journaux. Ainsi, les Échos, Tribune et Source A affirment qu'elle défie le leader de PASTEF. L'As renchérit qu'Adji Sarr accule Ousmane Sonko. La jeune dame qui, comme le souligne l'observateur, dit tout sur ses présumés rapports intimes avec Ousmane Sonko. Pour autant, elle demande pardon aux Sénégalais. Le journal Le Quotidien rapporte son propos selon lequel, si elle avait pensé que sa plainte allait prendre cette tournure, elle allait garder son mal en elle. Au sujet du déroulement de l'enquête, Source A indique que la jeune fille a révélé que, en présence du capitaine Touré, Ndeye Khady Ndiaye, patronne du salon, lui a même proposé de se faire avorter quand elle a appris qu'elle est enceinte. Et quand le capitaine Touré lui a demandé l'auteur de sa grossesse, elle a répondu Ousmane Sonko. Cette sortie de Adji Sarr, vue par le psychologue conseiller Khalifa Babacar Diagne, il confie dans l'Observateur que l'accusatrice de Sonko a surtout parlé parce que le silence a dû être trop pesant psychologiquement. Cette affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko et la médiation entreprise par le Khalife général des Mourides, Libération révèle que l'on va vers une libération collective des personnes arrêtées. Les 24 inculpés et placés sous mandat de dépôt en marge de l'affaire Sonko seront interrogés dans le fond entre lundi et mardi prochain. Selon Libération, qui parle de coup de maître de Serigne Mountakha Mbacké, le parquet est instruit de ne pas s'opposer aux demandes de mise en liberté provisoire de Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène, Birame Souleye Diop,
Abbas Fall, entre autres. À la une de l'AS, recrutement de gros bras par les politiques quand les nervis font la loi. Un large dossier sur le sujet. Selon le journal, ces milices de type nouveau sont souvent recrutées par les partis au pouvoir lors d'élections ou de manifestations organisées par l'opposition. Cette pratique, longtemps décriée par les populations, a refait surface durant les événements malheureux liés à l'arrestation de Ousmane Sonko. À ce propos, le journaliste et analyste politique Momar Diong soutient que le parti au pouvoir a la propension d'étouffer tout ce que font ces nervis. Le commissaire Boubacar Sadio, lui, confie avoir une grande honte de voir des nervis à côté de la police. Pendant que l'AS s'intéresse au recrutement de gros bras par les politiques, Sud Quotidien s'arrête sur les cas ou allégations de torture et bavure au Sénégal. Ces crimes impunis. Entre dénonciation de la société civile qui décrit une manière indue d'extorsion d'aveux en violation de la loi et démenti des forces de l'ordre qui menacent les accusateurs de poursuites judiciaires. Le mal reste entier et persiste encore. Difficile, selon Sud Quotidien, d'y voir plus clair. Mon confrère note que pendant que les supposées victimes de ces sévices physiques ou moraux continuent de souffrir en silence des traumas, les présumés auteurs se la coulent douce sans jamais être inquiétés. Un coup d'œil dans le soleil. Il est question des dépenses publiques. Le quotidien gouvernemental affirme que l'État maintient le cap de la rationalisation. Le journal, qui se fait l'écho de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, fait état d'une économie de 41,2 milliards de francs CFA sur le téléphone et les véhicules. Les sports, pour terminer, à la une du journal Record, les clubs français bloquent 12 lions. Aliou Cissé, dans le désarroi, s'exclame mon confrère. Le journal Stade renchérit que la LFP, la Ligue de football professionnel, refuse de libérer Ghana et compagnie. Une liste de 26 lions contre Congo et Eswatini. Cissé met le paquet en défense et au milieu, Abou Diallo, une des 5 belles nouvelles recrues, confie que la Covid risque de l'empêcher d'honorer sa première cape. À vos kiosques et bonne lecture.